Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bref de Paddock, toujours accompagné de Marc et sur Boxist. Alors nous on pensait que Zandvoort c'était la semaine prochaine, on s'était dit cool Raoul on fait le podcast très bien. Bon sauf que Zandvoort c'est cette semaine. Du coup il a fallu changer la stratégie et j'espère qu'elle sera bonne. Bonjour les garçons, Salut, comment allez-vous en cette reprise? ça Eh va ben, très ça très va. bien et toi? Content que ça reprenne. Et oui, ça nous avait tous un peu manqué. On va directement entrer dans le vif du sujet avec vos avis sur les courses de cette année, enfin de cette première moitié de saison plutôt, et les limites qu'on a pu voir de la voiture. Bah écoute, les courses étaient assez mouvementées, si je puis dire, dans cette première partie de saison. Il y avait beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs, notamment vers le début de saison où la première version du règlement 2026 avait donné des voitures qui étaient incontrôlables, donnant plusieurs têtes à queue, menant des abandons, et notamment des contacts à grande vitesse, notamment entre Oliver Berman et Colapinto. Et il y a eu plusieurs problèmes de logistique au sein de la FIA, notamment à Monaco, où il y a eu le fameux scandale de la pit lane, puis dire, et la fausse safety car qui devait rentrer au dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Cependant, il est à noter que les courses ont vraiment été très rythmées. Il y a eu plusieurs débassements en bataille, et ce, peu importe l'endroit du peloton où il y avait beaucoup d'actions. Et j'ai quand même aussi noté qu'il y avait beaucoup d'efforts télévisuels, notamment dans la production des Grands Prix pour retranscrire les images, notamment avec différents plans au drone, qui peuvent traduire bien la vitesse des monoplaces. Oui, on a beaucoup aimé les plans au drone, ça donnait une toute autre dimension à la course. Et du coup, tu nous parlais des batailles. Il y a des batailles qui ont fait grincer des dents, sauter des cœurs et louper des respirations. C'est celle de Mercedes en interne, de Ferrari en interne. Et je crois que Marc, tu peux nous en parler, toi. Ah, écoute, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de batailles, notamment entre les pilotes et les constructeurs, surtout entre les pilotes en interne, et en particulier chez Ferrari. Je ne te cache pas que j'ai sauté plusieurs battements de cœur et failli faire des AVC à plusieurs reprises au sein des Grands Prix, mais j'ai su garder mon calme. Et aussi au sein de Mercedes, où Antonelli, qui surclasse un peu son teammate, est peut-être un petit peu plus mis en avant. Mais ça, je pense qu'on entrera plus en détail dans la suite de notre podcast. Oui, tout à l'heure, c'est la même. Et sinon, en cette moitié de saison, on a clairement vu se démarquer 2 équipes, voire 3. Ce sont Mercedes, Ferrari et McLaren, suivis de assez près par Red Bull quand même. Antonelli qui emmène Mercedes, Hamilton qui emmène Ferrari. Qu'en pensez-vous? Où cela va-t-il nous mener? Écoute, si je devais donner un pronostic, je dirais que ça va être très serré entre Mercedes et Ferrari. Ça, c'est indéniable. C'est les deux grandes forces du paddock à l'heure actuelle. McLaren pourrait revenir dans la course et je pense qu'elle a commencé justement sa contre-attaque. Red Bull, j'ai encore quelques petits doutes, mais elle n'est pas aussi à écarter. Donc, on aura un championnat entre deux constructeurs qui va se jouer, ça c'est sûr. 3, c'est une grande possibilité. 4, j'en doute un petit peu. Je pense que ça va être une question de fiabilité surtout parce qu'on a quand même vu là sur les courses qu'ils ont finies qu'ils étaient toujours quand même assez monstrueux en termes de performance, je trouve. Donc je pense que c'est surtout la fiabilité en début de saison qui les a desservis. Je dis à voir ce qu'ils vont faire là. Oui, parce que nouvelle réglementation, nouvelle voiture, il faut s'habituer et Oui, tout à s'adapter. fait. Et bah, les composants, la voiture en elle-même n'est pas la même. Et donc, évidemment, Ouais, ça, puis on ça voit peut que le pêcher à moteur certains Mercedes moments. n'est pas si fiable non plus. Puis il y a les histoires de batterie là aussi. Eux, ils en ont beaucoup souffert. Donc, Oui, il y a eu de batterie Norris 3 ou 4 je sais plus. oui, Norris, il est près de la sanction là. Et si la prochaine, c'est la sanction. Pour en revenir aux limites de la voiture 2026.
c'est que, par exemple, dans les circuits urbains, comme à Monaco, on a dû changer les règlements. Pas de boost, pas d'overtake. Parce que sinon, la voiture allait exploser dans tous les murs, c'était pas le but. Déjà que Stroll et Leclerc se sont pris le mur du dernier virage, à cause d'un resurfacement assez mal fait. Enfin, il n'est pas mal fait pour la voiture de tous les jours, mais pour la F1, il était un peu branlant. Et les problèmes de frein de Charles sur le début d'année étaient quand même assez violents. Oui, il y avait eu l'histoire là, avec le tête à queue et tout. Je me souviens, c'était où ça? C'était à Monaco, je crois. Oui, Les c'est têtes à queue, Monaco qui est rentré dans le dernier il y virage. en a eu beaucoup. Mais je ne saurais pas Ouais, lequel ouais. tu parles. Il y en a eu tellement cette année que nous-mêmes, nous nous y perdons. Et il y a aussi un élément qui est de Ferrari, c'est l'aileron Macarena. Et les écuries, les adversaires, ne savent plus sur quel pied danser. Donc chez Ferrari, ça marche très bien, on roule avec. Chez Red Bull, c'est coup-ci, coup-ça, on va l'enlever quand Ouais, même. c'est des copiers. Et chez McLaren, on l'a juste mis pour le Canada, et puis ciao, peut-être qu'on le remettra plus tard, mais on sait pas trop. Et du Oui, coup, ouais, et du coup, je me suis demandé, mais attendez, pourquoi ça marche chez Ferrari? Pourquoi ça marche pas chez les autres? Et avec Marc, on a trouvé des éléments de réponse. Chez Ferrari, l'aileron Macarena a été pensé dès le début de la saison autour de la voiture avec les actionnaires des endplates, le fond, le diffuseur, enfin tout était fait pour cet aileron. Donc il y a eu un gros gain en ligne droite, bonne stabilité, il n'y a pas eu de compromis et ça a direct bien marché. Et maintenant, Marc, si tu veux bien nous parler de Red Bull et McLaren. Oui, comme tu l'as bien expliqué, Ferrari avait intégré le développement de cet aileron en amont. Donc, il faisait partie du cahier des charges de la voiture lors de son développement. Pour donner un exemple qui, je pense, parlera peut-être à des anciens qui ont connu le début des années 2010, il y avait eu un cas similaire où Adrian Newey, avec la RB7, avait repensé l'emplacement du Kers, qui était le moteur électrique qui récupérait de l'énergie cinétique, la micro-hybridation de l'époque. Il voulait la repenser pour l'avoir à l'arrière, et il voulait repenser pardon, l'emplacement de la batterie du Gers, pouvoir refaçonner l'arrière de la monoplace, qu'il soit plus étroit et avoir des gains aérodynamiques. Donc vous voyez que Ferrari a eu un peu cette même idée dans le sens où ils ont voulu penser dès le début l'aileron Macarena comme un élément du cahier des charges. Alors que Red Bull et McLaren ont, avec des grandes guillemets, forcé le développement d'une solution technique en cours de route, Mm. qui n'était pas pensée pour. Ouais, elle a été intégrée directement, enfin le Macarena a été directement intégré, quoi. Que les autres ont, bah des fois la voiture, selon comment elle est construite, ça marche pas forcément, on a bien vu. Là, Ferrari, ils ont vraiment build autour, quoi. Oui, c'est un peu comme si Red Bull et McLaren avaient forcé l'insertion d'un élément Ouais, sur une voiture qui n'était pas pensée pour, mais qui n'était pas optimisée pour à la base. ils ont mis le cube dans le trou de l'étoile. Oui, exactement. Exactement. C'est exactement cette image. Un point qui m'a aussi intrigué, c'est quand on regarde l'ouverture de l'aileron. Alors sur McLaren, comme tu l'as dit, ils ne l'ont sorti que pour un Grand Prix, donc je n'ai pas pu constater comment ce Moi non dernier plus. s'ouvrait. Sur la Ferrari et la Red Bull, j'ai constaté que sur l'ouverture des ailerons, ils avaient pris une approche différente. Dans le sens où Ferrari, ce dernier, quand vous le voyez de face, il s'ouvre vers le haut, donc dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et Red Bull, il s'ouvre vers le bas, donc si vous voyez sur le côté, dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Mhm. Pour moi, ça peut jouer parce que le sens horaire pour Ferrari pourrait permettre à l'air, quand on ouvre l'aileron, de circuler légèrement. Donc, quand vous allez l'ouvrir au tout début, vous allez permettre à l'air de circuler et vous n'allez pas engendrer des perturbations supplémentaires sur la zone de l'aileron arrière. Red Bull, en revanche, le problème, c'est que quand vous allez ouvrir en partant du bas, donc dans le sens anti-horaire, l'air va venir taper sur l'aileron et donc ça pourrait causer des micro-perturbations. Vous allez me dire sur quelques millièmes de seconde, ça n'a pas l'air d'être très prononcé comme problème. Sauf que l'idée, c'est que cet aileron s'ouvre et se ferme plusieurs fois sur un tour.
Donc, si vous avez plusieurs perturbations surtout à différents endroits du circuit, ça peut donner un feeling différent au pilote, très trompeur. Donc, peut-être qu'il n'a pas assez de grip à l'arrière pour pouvoir emmener la voiture dans le virage. Et ça peut pas fausser, mais rendre plus difficile le contrôle et le pilotage de sa voiture. Et on peut citer Max Verstappen plusieurs fois qui a eu des problèmes avec cet aileron Macarena, problème de dévent. Notamment, on se souvient du Grand Prix de Silverstone où devant le grandstand de Lando Norris, il avait foncé dans les Tech Pro et c'était bloqué la voiture ici à cause justement des perturbations sur l'aileron parce que le mécanisme est différent, il n'est pas pensé comme un tout pour la voiture chez Red Bull, c'est juste une pièce à l'arrière avec l'actionneur, le volet et qui perturbe beaucoup les écoulements comme l'a dit, Marc. Concernant McLaren, de ce que j'ai pu observer, c'est une conception hybride inspirée de Red Bull et de Ferrari. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué et l'intégration n'est pas encore totalement aboutie. Donc, les bénéfices n'ont pas été calculés chez McLaren et les pilotes n'ont pas trop aimé au Canada, justement, cet aileron. Donc c'est pas une histoire de profil, c'est pas une histoire, d'aérodynamique globale, mais c'est plutôt l'intégration, de l'aileron Macarena à la voiture entière. Oui, exactement. Et maintenant, on va passer, à l'actu internationale en F1. Avec la mise à jour des décisions de la FIA. Donc notre chère FIA vient juste de lever la majorité des restrictions en Russie et Biélorussie, retour des drapeaux, hymnes et des licences, même s'il n'y a pas de GP prévu là-bas, eh bien, il y a la rumeur qui pointe son nez, s'appelle Nikita Mazepin. Ah oui, un peu de la rumeur, ouais. Et ben on va laisser cette rumeur là où elle est parce qu'on n'a pas d'infos pour le moment et on ne peut pas Après, infirmer ou erroner. j'ai envie de dire, il peut revenir de toute façon, mais bon, vu ses performances, hein, c'est pas pour être méchant, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'écuries qui voudront le signer. Sauf si elles ont besoin d'argent, mais sinon, à mon avis, des perfs. Ah, il peut être un autre crash tester de Cadillac, on ne sait pas. Ah, mais pas en titulaire. Je pense qu'ils sont assez dans la mouise maintenant. Permettons-nous de ne pas tirer sur l'ambulance. Tout à fait et nous retournons, près de nos voisins en Suisse. C'est la fin progressive des interdictions historiques de courses sur circuit. Allons-nous bientôt voir un GP en Suisse? C'est la question que Pourquoi tout il y le avait monde une se pose. interdiction? Cette interdiction avait été placée à l'époque dans les années 50, vu qu'à l'époque, il y avait eu, lors des 24 heures du Mans 1955, un crash qui a malheureusement coûté la vie de beaucoup de personnes. C'est le crash le plus meurtrier du sport automobile. Et par crainte légitime en son temps pour la sécurité, que ce soit des pilotes ou également des spectateurs, la Suisse avait mis une interdiction comme quoi il était interdit de faire des courses automobiles sur des circuits. Ok, ouais, je peux Cependant, comprendre, ouais. C'est vrai. oui, en son Toi, temps, c'était des craintes légitimes. Cependant, à l'heure actuelle, même si, bon, il est bon de rappeler que la Formule 1 et même le sport automobile restent un sport assez dangereux, même si la sécurité a beaucoup évolué dans une bonne direction. Ces craintes-là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elles ne sont plus légitimes, vu que dire qu'elles ne sont plus légitimes, ça veut dire que c'est devenu un sport sûr. Non. Mais ces Mm. craintes ont été réduites avec toutes les avancées qu'il y a eu. Donc pour moi, je vois ça comme une très bonne nouvelle pour nos voisins suisses qui vont enfin pouvoir jouir de notre... Ils jouissaient déjà de notre passion, mais qui vont peut-être pouvoir jouir d'avoir un grand prix à domicile et d'expérimenter cette ferveur qu'il y a d'avoir un grand prix dans sa nation. On voit que le GP de France manque. Et on Eh oui. part maintenant de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, pardon. Gros sujet, puisque Stefano Domenicali a confirmé l'année dernière la volonté de retourner en Afrique faire un GP. Et du coup, il y avait le Maroc, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Le Maroc,
clac, clac, boum, on s'en fiche un petit peu. C'est le Rwanda et l'Afrique du Sud qui se battent. Et depuis peu, l'Afrique du Sud a gagné des points. Et qui a la mi risque de revenir en 2030 sur le devant de la scène. Reste à savoir si ce sera un circuit urbain, comme le veut la ministre des Sports sud-africaine, ou un circuit qui sera construit, car la volonté du Oui. gouvernement sud-africain était de retourner sur les traces de la Coupe du Monde 2010 en faisant un circuit entre terre et mer. Wow. D'accord. En effet, ça pourrait être très intéressant d'explorer ce type de circuit urbain. Mais j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, que ce soit l'Afrique du Sud, le Rwanda ou le Maroc, c'est une très bonne chose pour le continent africain, Oui. vu que de un, ça permettra une présence plus diversifiée de la Formule 1, dans le sens où elle était déjà en Asie, elle était déjà au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Sud. Et maintenant, c'est le seul continent qui restait, oui. Oui, Et il faut noter que la F1 s'était absentée de l'Afrique depuis 1993. Puis qu'il y tout avait à déjà fait. un C'est Grand Prix longtemps. en Afrique du Sud, mais qui a été malheureusement enlevé du calendrier suite à la faillite du promoteur de son temps. Ah, d'accord. Et il y a un nouveau circuit qui va faire son apparition en 2028 sur le calendrier, et c'est Colapinto qui va être content parce qu'il va pouvoir rouler à domicile en Argentine. Ah, en Argentine. D'accord. C'est quoi ce ton ironique? Argentine, c'est un circuit urbain ou urbain, c'est un circuit officiel ou ils n'ont pas encore décidé de tout cela? Le circuit de Buenos Aires est sur le point d'être terminé. D'accord, Bah, donc, si. Ouais, c'est un permanent, a priori, s'il est sur le point d'être terminé. oui, Ouais, c'est un circuit construit, ouais. Ouais, ok. d'accord, d'accord. Bah, ça pourrait être intéressant. Il y a un autre circuit qui pourrait être intéressant puisque la moitié de la grille ne le connaît pas, une bonne moitié, c'est Sepang qui va remplacer le Grand Prix de Bahreïn. Ça pourrait être chouette, hein. Surtout que le Grand Prix de Malaisie a fait la joie des admirateurs de F1 dans le début des années 2010. Et c'était un circuit qui était très apprécié. En revanche, je me souviens que ce Grand Prix, même s'il va se dérouler en Malaisie, il comptait garder l'appellation Grand Prix de Bahreïn, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, il s'appellerait Grand Prix de Bahreïn, Malaisie, Sepang. Oui, bon. C'est Ouais, bon. commercialement parlant, je trouve ça un petit peu bizarre de faire un nom à rallonge. Peut-être que ça aurait été plus intelligent de dire parrainé par le Bahreïn. Mais si ça permet le retour d'un circuit comme Sepang, moi je ne dis pas non. Et pour en rester sur le Moyen-Orient, le Qatar et Abu Dhabi sont toujours en suspens. On ne sait pas si ça va avoir lieu, pardon, ou pas. Et le plan B de Dominicali, si la situation reste tendue et dangereuse au Moyen-Orient, c'est de se rabattre sur l'Europe. Et on aura des informations fin septembre. Oui, en effet, vu la situation au Moyen-Orient qui est encore très tendue, ça paraît logique de devoir voir des solutions alternatives. Imola, si je me souviens bien, était une solution qui était discutée, qui est un circuit qui est très apprécié par les pilotes. Et comme ce qui a l'air d'être vu, c'est des circuits européens, autorisons-nous à rêver et pourquoi pas un Grand Prix du Castellet. Oui, et comme disait Ocon, Paris ou le Castellet, il en rêve. Mais bon, on va pas trop spéculer là-dessus pour se faire de faux espoirs. On passe tout de suite au classement des pilotes. Avec en premier, vous vous en doutez tellement, c'est Kimi Antonelli à 219 points, 6 victoires, 9 podiums. Oui, il montre Solide, hein. un début de saison extrêmement solide. C'est des Ouais. débuts de saison qui ont été faits par des vrais par des vrais champions du monde. Je me souviens à l'époque de la domination d'Hamilton, la domination Verstappen, même la domination Vettel également. Et je constate que Antonelli a été époustouflant notamment par ce palmarès, mais il a montré qu'il était un pilote agressif en piste, qu'il savait bien défendre ses positions
avec aussi une voiture qui est aussi en feu, on va pas se tromper. Oui. Mais Antonelli montre de très bonnes performances. Et malheureusement, il n'a pas fait 9 victoires, 9 podiums parce que sur 3 Grands Prix, notamment 2, il y a eu des problèmes de fiabilité moteur sur les derniers tours. Alors ça, c'est très frustrant d'avoir des problèmes sur les derniers tours, Ouais. alors que tu es là, tu es dans les 3 premiers, tu es même leader de la course, et paf! Ça y est, il peut laisser une part du gâteau aux autres aussi, hein. C'est pas si grave. Oui, tu sens que le monde tu sens que le monde te tombe sur la tête, c'est un sentiment horrible. Oui, je me mets souvent à la place, je me dis que ça doit pas être. Mais bon, il y a déjà 6 victoires. C'est les joies et les peines du sport auto. Et les joies sont des joies emmenées au paradis et les peines nous emmènent en enfer. C'est pour ça qu'il faut garder le positif et toujours s'entraîner au mieux. Et derrière Antonelli, c'est le septuple champion du monde Lewis Hamilton avec 169 points, une victoire, 5 podiums. Il a enfin réussi à dompter la machine rouge Ferrari et à faire sonner les cloches de Maranello. Pas trop tôt. Oui, enfin, enfin, lui qui attendait ce moment depuis si longtemps. Mais je dirais que c'est plus qu'il a dompté aussi ses peurs et son stress qu'il avait. Vu qu'il y a eu un certain temps, il y avait beaucoup de remises Oui. en question et de doutes sur son passage à la Scuderia. Et je Mhm. pense que les échos de ses fans et les paroles de ses fans lui ont redonné un coup de boost et qu'il a pu retrouver sa niaque et son agressivité d'antan, si je puis dire. Tout à fait. Derrière lui, à la troisième position, se trouve son compatriote George Russell avec 160 points, 2 victoires, 5 podiums également. George Russell qui met le paddock en deux. Certains disent que niveau psychologique c'est dur, mais qu'en piste il est là. Que faut-il penser de George Russell? Est-ce qu'il a le mental pour y arriver? Il l'a, ça c'est sûr. C'est indéniable. Le fait est que s'il n'avait pas eu ces 2 victoires, qu'il n'avait pas été consistant en sprint et qu'il n'était pas troisième malgré tous ses déboires, là j'aurais peut-être dit qu'il n'a pas les épaules. Mais pour moi, c'est pas que Russell est mauvais, c'est que vraiment, à un moment donné, il faut dire les termes, Antonelli est en feu. Mais pour moi, le fait est que 2 victoires, une bonne consistance sur les formats sprint, c'est une preuve qu'il est dans le coup. Il n'est pas à sous-estimer pour moi. Et certains le disent faible psychologiquement parce qu'ils l'ont vu pleurer au bord de craquer plusieurs fois, s'énerver dans la voiture. Mais est-ce que ça fait pas partie du métier de pilote finalement? J'aimerais bien les voir à leur place. Justement, ce genre de personnes sont des personnes, bon, en fait, qui font des critiques un peu plus posées, mais si dans la majorité, c'est juste ce qu'on appelle de la hate watch ou des critiques juste par la haine, c'est qu'ils ne savent pas à quel point la charge mentale sur les pilotes est importante. Et surtout que les pilotes sont très orgueilleux. Ils sont très orgueilleux, Oui, très ça c'est vrai. demandants d'eux-mêmes. Donc, pour moi, ce sont des personnes soit qui parlent pour détester, soit qui n'ont pas la connaissance des difficultés et du poids qui pèse sur chacun de ces messieurs. Quatrième, c'est le futur papa Charles Leclerc avec 138 points, une victoire et 4 podiums et une hécatombe à domicile à Monaco. C'est pas bon qu'il soit père, il va être attendri maintenant, il va plus oser faire les choses. On a Non, bien vu, non. on a bien vu comment ils deviennent une fois qu'ils ont un gosse, hein. Ils deviennent tout. Et pas comme Schumacher et Alonso à l'époque du R130. Ouais, Mais, ouais. mais bon, déjà, tous nos voeux de bonheur, bien évidemment, Oui, 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 tout à fait. en bonne santé. Et également, le fait est que Leclerc, bon, sur cette première partie de saison, a été un peu plus en retrait. Je crois qu'il avait beaucoup de manque de confiance avec la La façon de voiture. conduire cette Formule 1 2026, et Oui. notamment avec les problèmes de frein dont on a souligné, qui ont causé son abandon à Monaco. Cependant, vers la fin de la première partie, quand il a réussi à regagner une victoire, je pense qu'il a retrouvé la confiance en sa place. Et je pense que comme Hamilton aussi, ça va être des bons clients dans la deuxième partie de la saison. Mais c'est là où on Et voit les différences.
Hamilton, c'était plus des difficultés psychologiques, C'est ça. avec des énormes guillemets, bien sûr. Mais Leclerc, c'était plus des difficultés dans mécanique. Donc, pour moi, maintenant que ces deux ont réussi à régler chacun leurs problèmes respectifs, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça aille chercher Mercedes très fort en cette deuxième partie. Oui, et rappelons que Charles Leclerc a aussi prolongé son contrat avec la Scuderia. Oui, et pas Passons. que lui d'ailleurs concernant les prolongations. On a eu Max Verstappen qui a prolongé avec Red Y Bull. venir sur Et Baptiste, on va y venir dans l'ordre. je dirais aussi pour Hamilton que maintenant qu'il a un nouveau chien, je pense que ses problèmes de, de déprime sont définitivement derrière lui. On embrasse Kim Kardashian avec. Mais non, mais la perte de Roscoe l'avait affecté, hein, on se souvient, mais là, Oui, ça c'est sûr et certain. Pour n'importe qui, la perte d'un animal, ça affecte très fortement. Et surtout quand on sait le lien qu'il a aux animaux, Lewis Hamilton. Ah oui, ça Ouais. c'est sûr. Bon, passons à la 5e place, qui est celle de notre champion du monde actuel, Lando Norris, avec 128 points, une victoire et 3 podiums. Eh ben, il nous avait habitués à mieux. J'en attendais plus de lui, mais au vu des performances décentes de McLaren en début de saison, C'est vrai que McLaren est un petit peu moins au-dessus par rapport justement à Ferrari et Mercedes. Mais le fait est aussi que pour moi, Norris a souffert, comme Leclerc, de problèmes mécaniques sur sa voiture. Je ne dirais pas oui, que ça a traduit d'un manque de confiance, mais je pense que ça a beaucoup affecté ses classements notamment. Que si je me souviens bien, Norris a dû abandonner sur les 2 premiers Grands Prix de la saison, si je me souviens bien. oui, c'est ça, je crois. Il y a eu deux abandons. Ouais. Ouais. Voilà, donc s'il avait fait ces Grands Prix, je pense qu'il serait beaucoup plus proche de la 3e place. Piastri aussi a beaucoup abandonné. Souvent les deux Ouais, abandonnés en même mais temps. Piastri, Quand Piastri, de 1, il a abandonné moins. Je crois qu'il n'avait abandonné qu'une ouais. fois sur les 2 premiers GP. Et je ne crois pas qu'il ait eu un deuxième abandon. Et... Monaco, problème de frein. Ah, d'accord, oui, bon, d'accord. Donc aussi, il a eu des problèmes de fiabilité. Mais je pense que Piastri n'a pas encore retrouvé la confiance. Je pense que comme Hamilton, il y a pas un blocage psychologique, mais je dirais Non. qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas encore en confiance. Mais pour moi, je pense que dès qu'il aura trouvé cela, et je suis sûr que McLaren est en train de travailler dessus, je crois aussi qu'il sera un adversaire redoutable. C'est vrai que Piastri, on oublie, mais il est encore jeune, donc il n'a pas encore fini de se construire en tant que pilote. Et là, je pense que c'est la phase où il est un peu dans le. Il s'est un peu effondré en termes de perf depuis l'année dernière, je trouve. Mais je pense que ça va revenir après. Enfin, c'est vrai qu'au début, on le voyait un peu comme un robot et tout. Voilà, il y avait le truc de, il a pas d'émotion, il pilote et tout. Et là, maintenant, j'ai l'impression pareil. Bon, ça va revenir. Ah, mais c'est Et en à ce forgeant qu'on moment-là, devient forgeron, hein. tout à fait. Si vous le voulez bien, avant de sauter à la 7e place de Piastri et ses 92 points, on va revenir à la 6e place de Max Verstappen, c'est 109 points. C'est 0 victoire, mais 4 podiums. Peut-être podium, oui. Il affirme Oui. il montre qu'il est toujours solide, hein, et que, voilà, qu'il ira chercher la moindre opportunité. Malgré les problèmes de Red Bull par rapport à ses Ah trois oui. concurrents. C'est là où on voit que Max Verstappen est quand même un pilote très solide. Vu que malgré le fait que Red Bull a ses problèmes, il peut nous sortir des remontadas de nulle part et il a sécurisé 3 podiums à la suite. Pas faux. Et derrière lui, pas très loin, il y a Isaac Hadjar aussi, qui lui, avec la Red Bull, n'a pas tant de problèmes que ça. Et suit le mouvement et... Deuxième pilote Red Bull à être vraiment performant depuis combien d'années, je ne sais pas. Mais en plus, c'est que sa deuxième année en Formule 1. Franchement, Isaac Hadjar, il y a, avec Antonelli, je trouve que c'est un des meilleurs jeunes pilotes encore Oui, parmi c'est ceux qui vrai. se sont illustrés. Franchement, très, très solide. Performance solide. Au départ, j'étais très sceptique sur l'arrivée d'Isaac Hadjar chez Red De Bull. même. Puis d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un ancien numéro de Bref de Paddock.
vu que je pensais que c'était trop tôt, vu que ça Oui, faisait, je pense, oui. 1 an qu'il était chez Racing Bulls. Et la deuxième place chez Red Bull, c'est un peu la place maudite. Mhm. Cependant, il montre beaucoup d'efforts. Et je pense que peut-être pas cette saison, mais avec un peu plus de temps, je dirais peut-être la saison prochaine, ça pourrait être un bon contender pour les titres. Si Red Bull Ouais. réussit à régler ses problèmes de monoplace. Il est régulier en plus, et il a tout le temps marqué des points, je crois, dans des abandons. Oui, il était souvent dans le top 10, oui. Ouais, Oui. ouais, quasiment. Ouais. Et Ouais, donc d'ailleurs, c'est bien en plus. Isaac Hadjar ne participera pas à Zandvoort parce qu'il est blessé Ouais, au il est blessé. poignet. C'est Liam Lawson qui va le remplacer et Lawson, lui, sera remplacé par Yuki Tsunoda. Peut-être Liam Lawson maintenant chez Red Bull, il faut avoir, vu il a quand même eu cette place fut un temps. Donc on va voir ce qu'il peut faire par rapport à Max Verstappen. Et le retour de Yuki Tsunoda aussi est à voir. Et donc Isaac Hadjar est 8e avec 68 points. Derrière lui, donc Liam Lawson, son remplaçant pour Zandvoort, à 43 points. Pardon. 0 victoire, 0 podium. Mais ça reste solide pour une Racing Bulls d'être dans le top 10. Ah ouais, Racing Bulls, plutôt solide à mes de cette année, en vrai, je trouve. Oui, ils se battent bien avec le bas du top 10 et le haut du midfield. Oui, Racing Bull, je trouve, montre de très belles performances. Et une autre très Il y avait belle Alpine aussi au début, mais ils sont un peu en train de reculer là. Ils sont un peu en train de s'effacer. C'est ce que j'allais dire sur Boxy, c'est une autre fierté. C'est que Pierre Gasly est dans le top 10, puisqu'il est 10e. 42 points, 0 victoire, mais 1 podium. Et ça fait plaisir. Oui, Ouais. ça, je le confirme. Un grand plaisir pour tous les porteurs du drapeau tricolore. Un podium à Monaco par une écurie française avec un pilote français. Je crois que c'était le bon moment pour crier la Marseillaise sous les toits. Même s'il nous a fait très peur à Miami en faisant un tonneau et en glissant sur le toit, si je puis dire, de sa voiture. Bon, au moins, il a testé l'halo. Ah oui. Le halo marche bien. Heureusement qu'il marche bien, lui. Bah oui, heureusement. Jean-Claude, hein. Oui. Ouais. 11e Avril Lindblad, donc toujours un Racing Ah ouais? Bulls. Hein. Et oui, les Racing Bulls sont en forme. 23 points. Non, Bon, mais 0 c'est victoire, 0 surtout podium, mais c'est surtout que vu son statut de rookie, ça m'a surpris en fait sur le coup. Enfin voilà. oh, Après les il y a rookies en ce moment qu'on a, ils sont très bons, mais je sais pas là. Il y a plein de fois où je me suis dit en regardant les courses que Lindblad c'était un crack, qu'il avait quelque chose à nous proposer, qu'il avait quelque chose à nous emmener, que peut-être il était trop tôt, sûrement trop tôt, mais qu'on allait voir un Lindblad éclore. Ça, c'est tout à fait possible. En 12e position, nous avons Franco Colapinto avec 19 points. Ouais. Il lui aussi est plutôt stable avec son Alpine, Ouais. malgré ses erreurs. Il plutôt bien. Il est pas mal, ouais. Là, il commence à s'affirmer, je trouve, en pilote Alpine. Et puis, ouais, à commencer à être régulier et tout, ça fait plaisir. Oui. Il a Et là, on encore va... beaucoup de chemin à parcourir pour Évidemment. Oui. rattraper le niveau de Pierre Gasly. Vu que là, on voit clairement que Gasly est le numéro 1 et Colapinto est le numéro 2. Mais je pense, après, si un pilote est en Formule 1, c'est que c'est pas un manche, c'est qu'il est bon. Oui, Mais il c'est y en tout a à qui fait. prennent un peu plus de temps que d'autres. Donc je pense Après, que Colapinto aussi, il faut un petit peu plus de temps. Après, si Colapinto était déjà au niveau de Gasly et et le bagage de Gasly, ça aurait été inquiétant pour, pour Pierre Gasly tout de même. Mais ouais, très solide. Plutôt aussi, bah, il progresse, hein, comme les autres. C'est vrai qu'il est un peu en retrait par rapport à d'autres pilotes qui même se sont déjà illustrés. Mais bon, quand tu as fait Williams et Alpine, j'ai envie de te dire que tu peux pas non plus faire des miracles, quoi. Maintenant, on va passer aux 13 et 14e, qui sont les élèves qui dépassent les maîtres. Il s'agit de Oli Berman, 18 points, et de Gabriel Bortoleto avec 10 points. Pilote de... Excellent Bortoleto. Et Berman aussi. Ces dépassements à Berman, c'est osé. Aussi, impressionnant. Mais c'est vrai, et je trouve que
quand il avait pris la place, je ne me souviens plus de qui, pour Ferrari au Grand Prix de Singapour, C'était on avait fait c'était le Sainz. Ouais, c'était C'était Sainz. la place de Sainz, il avait remplacé. Je trouve que Colapinto il est progressivement en train de se révéler actuellement. Colapinto. Bortoleto, tu veux dire. Pardon, Bortoleto, oui, pardon. Oui, et d'ailleurs, Biermann restera chez Haas l'année prochaine, mais il a signé une extension de contrat avec l'Académie des jeunes pilotes de Ferrari. Donc il sera pilote de réserve Ferrari. Bah, à mon avis, moi je vois le truc se faire. Hein. Quand Hamilton partira en fait, potentiellement il peut être promu. Hein. Je vois s'il est solide et tout, il n'y a pas de raison. Hein. 15e et très déçu, qu'il est lui-même très déçu, hein, pas moi. C'est Carlos Sainz avec seulement 6 points et son Ouais, coéquipier 16e, Alex Albon avec 5 points. Alors, Williams, au début, dans les essais de pré-saison, ils étaient bons. À Bahreïn, ils avaient été bons. Les premiers GP, ils avaient été bons. Et d'un coup, tout s'est effondré. Bah, la voiture est bien née, mais le truc c'est que Williams, ils sont pas encore capables de suivre. Quoi. Même leurs infrastructures, elles sont trop vieilles et tout. Enfin, ça a été dit plusieurs fois par James Bond. Et les quatre qui nous freinent aussi dans le développement. Donc, je pense que moi, je m'attendais un peu. Je me suis dit, ils vont pas tenir la saison. Ils vont s'effondrer à un moment donné. Peut-être plus tôt que prévu. Mais je suis pas vraiment étonné en fait. Mais je suis plus prêt à pardonner à Williams qu'aux autres équipes parce que vu l'état dans laquelle était l'écurie quand James Valls est arrivé et vu le problème économique qu'ils ont rencontré pendant pas mal d'années, alors que l'écurie était quasiment en faillite à un moment donné, enfin, quand ils avaient été rachetés, là, ils étaient pas bons. Mhm. Leurs infrastructures, elles ont 20 ans. Enfin, ils essaient de construire une voiture avec un robot pixel pendant une infrastructure hyper développée. Forcément, ça passe pas. J'ai envie de dire que je suis plus prêt à pardonner à Williams que à Aston Martin à l'heure actuelle, vu ce que a balancé Aston Martin. Même si c'est en train de venir progressivement, on en reparlera après, mais Du coup, on va passer à la 17e et 18e place avec justement nos maîtres qui voient s'envoler leurs élèves. Il s'agit d'Esteban Ocon, 17e, 3 points, et Nico Hülkenberg avec 2 points. Alors, Ocon, Ocon, c'est en demi-teinte. Toute sa carrière est un peu en demi-teinte, mais il n'a jamais eu la bonne voiture. Il n'a jamais ouais. pu faire ses preuves. Et pourtant, il a un pilotage génial, Ocon. Mais si on lui donne pas Mais la moi, bonne voiture, je l'estime au même niveau que Gasly, hein, quasiment Ocon. Donc, Alpine, ils se tiraient assez bien la bourre, les deux. ouais. Mais le fait est que tu dis qu'il n'a jamais eu la bonne voiture. Alors bon, c'est un peu vrai, vu que bon, As, c'est pas Ferrari et c'est pas Mercedes. Mais le fait est que si on compare avec Oli Berman, Oli oui. Berman a 18 points et Ocon en a 3. Ouais. Mhm. Donc pour moi, Oli Berman a su sait tirer le potentiel de sa voiture et Ocon, je conçois que son pilotage est plutôt bon, surtout, je pense, dans une écurie en milieu de peloton. Mais je pense qu'il lui manque encore peut-être beaucoup d'analyse avec cette as. Je ne Oui, saurais peut-être qu'il n'a pas encore su comment dompter la As, qu'il n'a pas su trouver l'équilibre dans son pilotage avec Oui, la nouvelle As. oui, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que Ocon, chez Alpine, il se démerdait. Il est très bon. Et quand même, il a quand même été, entre guillemets, parrainé par Toto Wolff pendant une partie de sa carrière, quand il était Mhm. pilote de réserve chez Mercedes. Donc, on sait qu'il est bon, mais je ne pense pas qu'il sache trouver le plein potentiel. En tout cas, chez As, je ne pense pas qu'il a encore su trouver le plein potentiel de sa voiture. Après, j'espère que j'aurai tort en deuxième partie de saison. Je suis le premier à l'espérer. Mais c'est le sentiment que j'ai pour l'instant. Bah après, j'ai deux choses. Moi, j'aurais deux choses à dire là concernant la situation de Ocon. Déjà, Ocon, on sait déjà qu'il est bon. Berman, il a encore besoin de prouver. Parce que Ocon, il a depuis 10 saisons et tout, on sait ce qu'il vaut déjà. Berman, même s'il a des très bonnes perfs, il faut encore qu'il prouve sur la totalité. Et bah, c'est pas facile.
battre quand t'es avec une As. Et aussi, je me demande si quand même la façon dont il a été traité chez Alpine n'a pas porté un coup au moral de Esteban Ocon, parce que franchement, la façon dont il s'était jeté, comme si c'était un vieux déchet. Je pense que après, même si là il est dans son écurie où a priori il va être bien, je pense qu'il est bien traité chez As. Ça a pas l'air de Oui, oui, il faire des s'entend problèmes. très bien avec Ayao Komatsu. L'équipe Mais est il faut très. peut-être aussi qu'il progressivement qu'il se reconstruise, hein. Je sais pas. Ça fait quoi? Ça fait un an qu'il est chez As? S'il avait signé en mi-saison, il me semble, chez eux. Ouais, je crois. En mi-2025, je crois, parce qu'il avait été viré de Alpine à la moitié de la saison, il me semble. Oui, il n'avait pas fait le dernier Grand Oui. Prix avec Alpine et. Ah oui, non. C'est pas un problème de pilotage, c'est peut-être un problème, comme tu dis, psychologique, mais c'est aussi un problème d'adaptation à exploiter un potentiel qu'on te donne. Ouais. Et maintenant, passons chez. Va y arriver. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Passons chez Aston Martin, qui se réveille peu à peu. Fernando Alonso est 19e avec un point, le point merveilleux. Et Lance Stroll, 20e avec 0 point. Ça veut dire que c'est le seul à ne pas avoir de points cette année, quoi. Il y a les pilotes Cadillac qui n'ont pas des points. Sainte mère de Ah oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Sainte mère de Dieu, oui. Et du coup, eh bien, Alonso, les prochains GP vont être décisifs concernant la suite Ouais, ou non apparemment, il y de a sa carrière. Honda qui viennent d'amener les upgrades là chez. Ah bah, j'ai Ouais, vu un truc tout à l'heure, il y avait un gros conteneur Honda. oui, Apparemment, ils ont. on va en parler tout à l'heure quand on va parler des écuries, parce que là, ça annonce du gros chez Aston Martin. On a vu là les deux dernières courses, je crois, ils ont commencé un petit peu à revenir, vite fait. Oui, alors j'avais noté Oui. que Alonso avait fini 14e à une course. Je note Ouais. quand Alonso est au-dessus de la 16. Voilà, il avait fini 14e. Mais Oui. c'était où le point de Alonso d'ailleurs, parce que je me souviens plus quand il a marqué son point. Pas Monaco. Ah, peut-être. Attendez, je sais plus où j'ai marqué. Dans mes souvenirs, je crois que c'était Monaco. Dans mes souvenirs, je crois que c'était Monaco. Oui, tout à fait. Ok. Il a fini 10e. Oui, bon, à un moment, quand tu as un point, on devine un peu. Oui, mais c'est bon, il faut souligner qu'Alonso Oui, finit plus que 16e, quoi. oui. Ah, après, Monaco, c'est plus la perte du pilote que de la voiture, donc ça m'étonne pas que ce soit à Monaco. Oui. Et Oui. encore, c'est pas démonstratif de ses perfs à Alonso. Alonso est 2 fois champion du monde, donc si tu lui donnes une bonne Oui. voiture, je pense qu'il peut faire des miracles. Bah déjà, ne serait-ce qu'en 2023, là, il avait fini deuxième à cause d'une stratégie de merde, sinon il était premier. 2023. Donc, Et apparemment, si la voiture n'est pas plus bonne que ça, Lance Stroll partirait. oh, Et Surbo ne là, se réjouit pas du malheur des autres. là, je sens Turbo qui saute sur sa chaise partout, qui est heureux. Mais non, on va. Moi, je vais être très honnête, je préfère 1000 fois qu'Aston Martin retrouve du poil de la bête, mais que Lance Stroll reste plutôt que l'inverse. Et pour clôturer ce classement, donc à la 21e et 22e place, il y a les pilotes Cadillac que sont Valtteri Bottas et Sergio Perez, qui ne seront pas avec Cadillac l'année prochaine. ah ouais, ils sont pas renouvelés. Non. Peut-être qu'ils voulaient des pilotes expérimentés pour l'année Oui, bah c'est 2026 souvent ça. et. Quand tu commences les écuries, au début, ils veulent des pilotes expérimentés, et puis après, bah quand ils font des progrès, Après, Sauf que là, les progrès, ils ne les ont pas encore fait. ouais, ouais. Oui. J'aurais été pour regarder au moins un des deux. Oui, mais moi, j'aurais gardé les deux au début. Encore un an, Ouais. encore peut-être une saison, genre celle-là et une autre saison. Et à partir dans 2 ans, j'aurais fait un expérimenté, un rookie. Parce que là, Cadillac, il faut savoir pour donner un exemple, Audi a une base de Sauber. C'est juste qu'ils ont changé le nom 500 000 fois. Mais Cadillac, c'est vraiment créer une écurie from scratch. Ouais, tout à fait, ils Et ont tout General construit. Motors qui a injecté énormément d'argent pour intégrer en Formule 1, alors que Cadillac n'a aucun passé en Formule 1. General Motors, je pense, ils n'ont jamais roulé en Formule 1. Je crois pas, non.
Non, Donc là, jamais. c'est vraiment, ils partent from scratch à essayer de créer un savoir-faire. Sauf que pour créer ce savoir-faire, il te faut des gens, et il te faut la fougue de la jeunesse et la fougue du sang neuf, mais aussi il te faut un peu la sagesse des expérimentés, surtout des pilotes, vu que c'est les pilotes qui conditionnent le développement dans la saison de la voiture. Donc pour moi, ça aurait été pertinent de garder encore pendant la saison 2027 les deux pilotes. Puis surtout, ça permet de créer une sorte de stabilité dans les 2 premières années qui permettent de créer C'est du vrai. savoir-faire. Et à partir de la troisième saison, là où les pilotes se font peut-être un petit peu plus vieillissants ou peut-être envisagent leur départ à la retraite, là, ils en prennent un rookie. Et à partir de ça, ils lui donnent tous les outils qu'ils ont pu amasser. Et ils rajoutent ensuite la fougue de la jeunesse et l'audace et l'expérience un peu de la jeunesse, un peu à ce mix. Bien, on va passer au classement constructeur. Attention, question à 1000 points. Qui est le premier? Mercedes. Très bien. Je pensais à une autre armée rouge. Non, pas... non, mais roule. Ah non, l'armée rouge, c'est un autre pays, pardon, je voulais dire l'armée argentine. L'armée rouge, c'est. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous Ouais. racontez? Ça m'a fait penser à la mafia rouge. Alors, Bon, reprenons notre petit podcast là où l'on était. Donc Mercedes est premier à 300. Oui, me double pas, en fait. ah, si, parce que Ferrari double Mercedes maintenant. Il y a 72 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. Mercedes qui, comme on l'a dit, s'est trouvée dominante en cette première partie de saison, qui a su développer une bonne monoplace en 2026, que pour moi, elle est un candidat extrêmement bon pour le titre des championnats du monde constructeur. Et Ferrari qui essaie de tenir le coup face à qui tient le coup face à Mercedes, qui commence un peu à se rapprocher d'eux. Pour moi, c'est certainement ces deux contenders qui vont se jouer le titre. Et en troisième position, nous avons McLaren avec 220 points, suivi de Red Bull 177 points. Racing Bull 5e qui a doublé Alpine dans le classement constructeur avec 66 points. Alpine qui est 6e donc avec 61 points. Derrière, il y a As avec 21 points. Mon écran s'est coupé, pardon. Il y a Audi avec 12 points, Williams est 9e avec 11 points, Aston Martin 10e avec 1 point et Cadillac dans les pâquerettes avec 0 point. Un classement qui est classique, si je peux dire. Ouais. Oui. Mais on a Mercedes et Ferrari. McLaren, bon, ils ont un peu payé leurs problèmes en début d'année. Sinon, je pense qu'ils seraient un petit peu plus haut dans le classement. Mais je pense qu'ils commencent à revenir. Donc, je sais que, comme j'ai dit, Ferrari et Mercedes, ça va être deux contenders pour le titre de champion du monde pour sûr. McLaren, j'ai encore une petite réserve, mais ça reste tout à fait envisageable. Red Bull, par contre, elle est un petit peu plus en souffrance que McLaren. Donc, peut-être pour moi, le championnat du monde, c'est peut-être pas envisageable cette année. Surtout aussi que comme le mariage avec Ford a commencé, il faut peut-être un peu de temps pour consolider cette union. Oui. Racing Bulls et Alpine, qui ont toujours été des bonnes écuries de milieu de tableau. Surtout Alpine qui a réussi à remonter très fond des enfers. Fut un temps. As, comme je l'ai dit, on voit toujours ce contraste avec Birman qui réussit à bien exploiter le potentiel de sa voiture et Ocon qui a beaucoup plus de mal. Cependant, j'espère que Ocon va me donner tort, bien évidemment. Audi et Williams qui tentent de se battre pour gratter des points, même si avec les infrastructures qu'ils ont. Pour moi, Audi devrait peut-être être un petit peu plus avantagé, peut-être même aurait dû être un peu plus haut dans le classement, peut-être au-dessus de As, vu que même si Audi Revolut, c'est le nom qu'il y a sur la façade, dans les faits, Ouais. ils ont déjà l'expérience depuis bientôt plusieurs années. Aston Martin, bon,
Je crois qu'on ne va pas tirer sur le SAMU, mais elle est en très grande souffrance. Cependant, comme je l'ai dit au début de saison et je continuerai à le dire, je pense que Adrian Newey va pouvoir émettre plusieurs améliorations techniques qui vont permettre de redresser la McLaren. D'ailleurs, La McLaren. Chris a commencé. J'ai vu qu'à un moment, Adrian Newey était chez McLaren, fut un temps. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, ouais. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux. De 20 ans, quand même. Donc, vu qu'ils ont pu développer une version B de leur monoplace Aston Martin et que apparemment les nouvelles évolutions continuent d'arriver, je pense qu'elle va petit à petit commencer à remonter le classement. Peut-être même aller titiller Racing Bulls et Alpine vers la fin de saison. Et Cadillac, comme je l'ai dit, qui est en découverte totale. Donc, il faut s'attendre à rien de Cadillac cette saison. Ça, c'est sûr. Et une nouvelle vient de tomber à l'instant qui pourrait rabattre toutes les cartes. Kimi Antonelli sera pénalisé sur la grille de départ de Monza pour l'utilisation d'un nouveau moteur, une pénalité qui sera environ de 10 places. De Monza ou de Zandvoort? De Monza. Ah bon? Oui. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ce n'est pas une pénalité à Zandvoort? Ah ouais. Quand tu dépasses tes limites de pièces moteurs ou de pièces mécaniques, on te met une pénalité, mais elle est applicable sur le Grand Prix actuel. Elle ne peut pas être active sur d'autres Grands Prix. À moins qu'ils anticipent un changement. Ouais, ça doit être ça. Ben, on a bien vu des fois avec Verstappen, ils se fait ça, ils se fait des changements de moteur et tout, du coup ils se prenaient des grosses pénalités et puis après ils pouvaient tout remonter parce que c'est un moteur tout neuf. Oh oui, on a déjà vu des Grands Prix, il est parti dernier, il a fini Et premier. voilà. On n'a pas vu le jour. C'est ça. Et justement, Antonelli est un pilote qui a la niaque tête potentiellement autant que Verstappen. Donc, je pense que tu le fous 20e. Il te finira dans le top 10 pour sûr, dans le top 5 avec de grandes chances et potentiellement au premier. La veille du week-end aux Pays-Bas, l'Italien souhaite poursuivre sur sa lancée et arriver à Monza en tant que leader du championnat. Par ailleurs, avant le Grand Prix de Monza, Kimi a confirmé qu'il devra s'acquitter d'une pénalité sur la grille de départ suite à un changement de moteur. Oui, c'est une anticipation. Voilà, je suis arrivée au fin fond de l'article. C'est une anticipation. Voilà, d'accord. Revenons à nos moutons. Donc, c'est la reprise. Qui dit reprise dit roulage. Qui dit roulage dit aller rouler sur un circuit quelque part. Et Ferrari a créé une petite polémique en allant rouler à Madrid, sur le nouveau circuit de Madrid. Et du coup, certains dans le paddock, dont Andrea Stella, a crié, entre guillemets, à l'avantage et au privilège de la Scuderia. J'ai une question. Est-ce que le roulage a été fait avec une voiture qui a plus de 2 ans? Donc ils ont fait 200 km avec des pneus de démonstration et ils l'ont roulé en SF 2026. D'accord. Ah oui, bon, dans ce cas, non. Oui, dans ce cas, il y a... Ferrari a profité d'un roulage promotionnel au circuit de Madrid. Aucune autre écurie était au courant. Oui, non, dans ce cas, c'est différent. Bon, après, Ferrari peut argumenter que c'était un roulage promotionnel, donc l'un, c'est joindre l'utile à l'agréable techniquement, mais malheureusement, ça reste une entorse au règlement. Voilà, autant Carlos Sainz qui a testé le circuit en mai, je crois, pour voir comment il rendait, parce qu'il est madrilène et il a juste testé en roulant doucement, il n'a pas fait d'essai miraculeux dessus, quoi. Mais tu connais quand même le circuit après. Et donc, c'est une situation particulièrement bonne, comme dirait Otis, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise circulation. Situation. Quels sont les GP qui nous attendent après Zandvoort? Donc, il y a Monza, comme on l'a dit, Madrid, Bakou, en Azerbaïdjan, Singapour, les États-Unis à Austin, Mexico, Sao Paulo, Las Vegas. Et après, il y a le suspens sur les Qatar et Abu Dhabi, dont on ne saura l'issue que dans un mois à peu près. Voilà, voilà.
Ah, on a plein de circuits sympas. Tous les circuits de merde, ils sont déjà passés. Bah, dis donc, Circuit de et merde, puis de merde. Non, il y en a Suzuka, qui circuit de sont merde, sympas. quoi. Oui, ah, mais je dis pas qu'il y avait que des mauvais circuits, mais les circuits les plus mauvais, ils sont déjà passés. Je dois reconnaître que les plus mauvais, non, mais je dois reconnaître que la deuxième partie de saison a toujours eu des circuits peut-être un petit peu plus intéressants, un petit peu plus croustillants que la première. Singapour, c'est un GP que tout le monde apprécie de par la Oh oui. complexité du tracé. Oh. Monza, qui est la mecque de la vitesse de Formule 1. Le circuit d'Interlagos, qui est très apprécié. L'autodrome de Manos Rodriguez. Donc, c'est toujours. La deuxième partie est un petit peu plus croustillante niveau circuit que la première. Après, il reste à savoir si la course sera d'autant plus alléchante que n'est le circuit. Et du coup, pour revenir à Madrid, Madrid a une particularité sur son circuit, c'est qu'il y a un virage en dévers d'environ 500 mètres, je crois. J'avais vu l'interview de Carlos Sainz, justement, qui racontait comment il avait vécu son essai sur le circuit quand il avait été invité. Et c'était pas un bilan très très positif. Parce qu'avec la F1 2026, ça va être compliqué. Après, c'est les premiers roulages. Donc, Ouais. Ouais. Il est... après, c'est à voir, c'est à essayer, pas par juste Ah un oui, pilote. d'accord. Bon, je comprends que Sainz ait ce privilège vu qu'il est madrilène, mais j'aimerais avoir l'avis que tous les pilotes aient roulé dessus. Ouais. On ait vraiment 20 avis différents et qu'on voit vraiment ce que ce circuit vaut. Oui, oui, c'est vrai. Surtout qu'il est de un, c'est un circuit urbain, le Madrid, je crois. Ouais, semi-urbain, semi-urbain. Oui, donc voilà, c'est le virage 12 qui s'appelle le Monumental, qui a un dévers exceptionnel de 24% et 550 mètres de long. Punaise. Il est grand de toute façon le circuit. Hein. Et du coup, eh ben, il bat le nombre de virages qui étaient détenus par... Il a 22 virages et il fait 5 km 4. Chaque fois, je me perds dans les virages. Singapour, il y a beaucoup de virages à 90 degrés, donc pour moi, ça ne m'étonnerait Oui. pas que... Ouais, là aussi, il y en a plusieurs. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Singapour. Hein. C'est à voir, c'est à voir. Oui, Singapour, il y en a 19. Azerbaïdjan, il y en a 20. Ouais. Austin, il y en a 20. Donc, bah, il bat Austin et l'Azerbaïdjan. Eh bien, je pense que nous arrivons à la fin de notre petit podcast. Juste pour vous rappeler qu'il y a aussi la F1 Academy ce week-end, disponible sur Canal+, et sur la chaîne YouTube de la F1 Academy. Et pour la Formule 1, vendredi à 16h10, c'est les qualifs sprint. Samedi à 11h40, la course sprint. À 15h40, les qualifications. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. On se retrouvera à ces heures-là, messieurs. Eh bien, allez, génial. Le retour du super samplon dans les veines. Parlons de super simplon, voilà, c'est ce que j'ai oublié de parler. Je me disais, j'ai oublié un truc. Vous n'êtes pas sans savoir que le V8 va revenir en F1. Et donc, Oui. Mohamed Ben Sulayem se pose la question du ravitaillement. Oui. Je me souviens qu'à l'époque, les V8 étaient ravitaillés. Puis, il y a eu plusieurs soucis d'incendie au milieu de l'arrêt des stands, donc ça a été Oui. banni. Sauf que moi, ce que je me demande, c'est entre-temps, il y a quand même eu 14. Bon, j'imagine, c'est en 2028 le retour du V8 supposé. Mhm. Donc, il va y avoir 16 ans entre la dernière fois où on a entendu un V8 et la fois où il devrait revenir. Et ce que je me demande, c'est si en 16 ans, il n'y a pas eu moyen de développer des moteurs dont la consommation pourrait être plus contenue. Donc, les ravitaillements n'auraient pas de sens. Et aussi, ils vont forcer à rouler avec des mélanges plus riches en carburant, donc plus de puissance, mais cela impliquerait une consommation plus aiguë et donc des arrêts au stand. Un peu comme ce qu'ils ont demandé à Pirelli avec les gommes, qui ne sont pas très endurantes. Du tout. Mais pour moi,
Pour moi, si aussi, vu que la F1 a aussi un objectif de neutralité carbone d'ici 2030, 30. oui, d'ici 2030, pour moi, s'ils veulent respecter cet objectif tout en gardant le V8, ça serait plus logique pour eux de développer un moteur qui peut faire le circuit d'une traite, au lieu d'avoir à chaque Ouais. fois à utiliser du carburant. Même si ce dernier peut être réutilisable. Et qu'il y a beaucoup d'alternatives qui sont faites à partir de matériaux recyclés au lieu des hydrocarbures habituels. Sauf que là, bon, si du moment qu'ils ne nous refont pas les problèmes qu'on a eu sur les 3 premiers Grands Prix, Ça pourrait aller. De toute façon, c'était l'objectif cette année, je crois, avec les moteurs, c'était d'avoir un carburant plus propre et je crois 50% électrique le moteur. Oui, et l'année prochaine, on va passer au 60-40. 60-40 quand même. Ok. oui. Oui. Ça continue Ouais. à long terme, ils vont supprimer la Formule I en fait. Justement, j'ai peur que ce soit ça à terme. Si à un moment ils font des pourcentages genre 90% électrique, 10% thermique, foutez-les tous dans une voiture, foutez-les tous à la Formule E et on s'amuse avec 50 voitures. Ça sert à rien. Oh non, Eh c'est bien, tellement marrant, 50 voitures dans le ski. et voilà, Ah, fallait pas en dire plus. 50 voitures à Monaco, C'est un défilé, c'est pas une course. c'est ça. Oui, bon, j'avoue. Ça serait marrant à voir au moins une fois dans sa vie. Sur cette note d'imagination plutôt drôle, nous allons nous quitter.